Thomas rendait visite à ses parents pendant les vacances d'hiver. Il étudiait dans une faculté à l'autre bout du pays et avait quitté pour quelques jours l'effervescence de son campus universitaire pour le calme de la campagne. Pour se rendre chez ses parents, il devait emprunter une petite route cahoteuse de plusieurs kilomètres qui traverse des champs et qui passe devant une grande maison. Une grande et vieille maison, à la sinistre réputation. Elle a vu passer sous son porche d'un autre temps bien des propriétaires. Certains d'eux repartaient aussi vite qu'ils étaient venus. Quant aux autres, ils sont tout simplement portés disparus. Aucun des propriétaires temporaires n'a été en mesure d'expliquer les mystérieuses raisons de leur départ. Les plus naïfs ont supposé que la maison était trop ancienne, qu'il y avait trop de travaux, qu'elle coûtait trop cher à entretenir. Mais les plus anciens disaient que c'était la maison. Elle avait quelque chose d'étrange, de malsain. Elle mettait les gens mal à l'aise. Beaucoup pensaient que c'était à cause de son histoire. Sa construction avait été mise en œuvre par un riche comte il y a fort longtemps. Ce comte avait acheté beaucoup d'esclaves, hommes et femmes. Les hommes avaient bâti la maison et entretenaient les immenses jardins de la propriété. Les femmes, quant à elles, nettoyaient la maison, le linge, faisaient la cuisine et d'autres tâches, à la fois pour le comte et plus tard pour sa femme et ses enfants. Seulement la vie était loin d'être un conte de fées pour les domestiques, pour qui la charge de travail ne cessait d'augmenter. Ils devaient aussi supporter le caractère difficile de la maîtresse de maison. La comtesse avait de fréquentes sautes d'humeur, aussi changeantes que violentes. Elle était aussi en proie à des périodes de mélancolie ou pire, de folie. Elle était mélancolique quand elle pensait à sa vie avant son mariage avec le comte. Elle n'aimait pas celui-ci, s'étant unie à lui par intérêt financier, comme tant de mariages avant le sien. Elle songeait à son unique amour presque tous les jours, et s'isolait durant des heures, laissant ses enfants aux mains des bonnes. Même dans le lit conjugal, lorsque son époux la culbutait, elle s'imaginait un autre amant à la place. Elle pouvait se mettre brusquement en colère pour une soupe jugée trop froide, un vêtement mal lavé, et s'emporter contre les domestiques. Elle tirait les cheveux des malheureuses qui couinaient de douleur, les giflait et les insultait. Un jour, l'un des grouillots a eu le malheur de renverser une saucière pleine sur la nouvelle robe de la comtesse. Cette dernière est entrée dans une colère noire, et pour punir l'esclave, elle l'a fait dormir dehors, en plein hiver, sans aucune couverture. Son corps a été retrouvé complètement gelé, une expression étrange figée à jamais sur son visage. L'hiver avait été rude cette année-là. Ce fut le premier esclave à mourir sur ces terres. Il ne fut pas le dernier. Monsieur le comte ne tenait pas rigueur à son épouse de son caractère. Non, monsieur le comte était trop occupé avec ses affaires qui lui prenaient beaucoup de temps pour se soucier des problèmes de soupe et de robe. Il avait bon caractère avec ses enfants, présent et attentionné, mais il ne portait que peu d'attention à la comtesse qui souffrait malgré toute cette situation. Bien souvent, cela se réduisait à lui offrir à l'occasion un bijou ou un chapeau, ou à assouvir ses pulsions naturelles, quand il n'avait pas d'autre alternative. Monsieur le comte avait à cœur de se soucier du bien-être de son entourage, en particulier d'une domestique de 20 ans, sa cadette. Une jeune femme pleine de douceur et de joie de vivre, malgré sa condition. Elle lui rappelait l'insouciance de sa jeunesse. Il se sentait plus léger en sa compagnie. La domestique s'était réellement entichée de lui. Ce fut certainement le cas pour le comte. Ils étaient épanouis ensemble. S'il n'avait pas eu la comtesse, le comte aurait demandé sa domestique en mariage. Mais un malheur n'arrive jamais seul, surtout quand il croise la route de la comtesse. Celle-ci avait remarqué depuis peu le drôle de manège entre son mari et la bonne, les petits regards et les sourires, les promenades loin de la maison. Oui, elle fulminait, mais ne laissait rien paraître. Elle détestait son mari. Or, il était hors de question pour elle de perdre son niveau de vie actuel. Ce serait le déshonneur. Elle fit comme d'habitude, tourmenter le personnel de maison. Lors d'une belle journée de printemps, cependant, elle surprit le comte et sa maîtresse dans les bras l'un de l'autre, dans une étreinte romantique, témoignage d'affection dont elle-même ne bénéficiait plus. La comtesse piqua une crise et poussa très violemment une gouvernante
dans les escaliers alors que celle-ci portait une pile de linge. Elle dévala les marches et se fendit le crâne sur le parquet. Le sang se répandit partout autour du corps. Voici la deuxième victime de la folle comtesse. La défunte fut brûlée et ses restes jetés dans une pâture. Le comte ne s'inquiétait toujours pas de la situation et vivait sereinement son idylle. Seulement, son amour naissant fut détruit par son épouse quelque temps plus tard, lors d'une crise de folie plus meurtrière que les autres. Le comte était dans la cuisine avec sa jeune amie. Elle venait de lui annoncer, la voix chargée d'émotion, qu'elle attendait son enfant. Le comte ne put cacher sa joie. Il embrassa fougueusement la future mère en lui tenant le ventre. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la comtesse qui passait par là avait tout entendu. Elle épiait sournoisement les deux tourtereaux qui se fabriquaient un avenir qui n'existera jamais. Ce fut pour elle la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La bonne était devenue un danger. Elle voulait lui prendre sa place, lui voler sa vie. Mais de son vivant, jamais elle ne le permettra. Elle s'avança doucement vers une table où étaient posés des couteaux, ayant saisi un, bien tranchant. Cela alerta le comte, qui voulut se jeter sur sa femme pour l'empêcher de commettre un autre meurtre. Cet ultime geste d'amour qu'il eut pour la domestique lui coûta la vie. Sans même réfléchir, la comtesse avait regardé son époux droit dans les yeux, lui avait peur. Elle était blessée d'avoir été trahie. Froidement, elle lui trancha la gorge. Il agonisait sur le sol froid, pressant inutilement sa main sur sa plaie béante d'où giclaient des torrents de sang. La domestique poussa un hurlement de terreur et essaya de s'enfuir. Malheureusement, la comtesse la prit de vitesse et se retrouva devant elle. D'un geste vif et précis, elle perça le ventre de la jeune femme qui cria et s'effondra sur le sol. « Pitié, je vous en supplie !» implora-t-elle son bourreau. L'autre la dévisagea, pleine de haine et de mépris. « Tu n'auras rien, lui dit-elle. Tu n'auras pas cette vie. Tu n'auras pas cette maison, ni cet enfant. Tu repartiras comme tu es venu, seul et sans nom, et tu seras oublié par les gens de ce monde. » Sur ces derniers mots, elle enfonça la lame du couteau dans le cœur de la jeune femme. Cette dernière agonisa quelques secondes, sous les yeux avides de mort et de vengeance de la comtesse, et rendit son dernier souffle. La comtesse n'en avait pas assez. Elle avait encore de la rage en elle, et la seule chose qu'elle trouva à faire pour se soulager, ce fut de s'acharner sur les dépouilles encore chaudes de son mari et sa maîtresse. Elle poignarda tout ce qu'elle put, toutes les parcelles de chair y passèrent, à un point tel que les corps devinrent de la bouillie sanguinolente. Elle jeta elle-même les viscères dans la cheminée et les regarda brûler. Les semaines suivantes, on dit d'elle qu'elle perdit la tête. Elle sortait dehors, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour errer sans but dans les jardins. Ses enfants avaient été envoyés chez des proches pour ne pas assister à ce désastre. Les domestiques quittaient la propriété les uns après les autres, et la comtesse finit par se retrouver seule. Une lointaine cousine qui vint voir ce qui se passait, dans le but de commérer avec ses amis, la retrouva pendue dans le grenier depuis de longs jours. Le domaine était resté inhabité pendant longtemps. Les habitants des alentours en disaient qu'il était hanté, que, si on écoutait bien, on pouvait entendre la jeune domestique hurler, comme si elle revivait encore et encore son meurtre.